Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Booster votre énergie BVE. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter mon invitée, Flavia Magelin-Salvi. Donc, pour juste te présenter, je voudrais dire que tu es la ancienne rédactrice en chef de Psycho Magazine. Tu es aussi l'auteur de nombreux livres et d'articles qui sont consacrés à la connaissance de soi et à la spiritualité. Est-ce que tu aurais autre chose à dire pour te présenter? Déjà, je suis ravie d'être en ta présence, d'être voilà, dans ce moment de partage. Non, en fait, c'est l'essentiel, hein. C'est vrai que c'est 20 ans de psychologie magazine, rédac chef et voilà, et créatrice aussi de projets à côté. Et c'est vrai, dédiée à la connaissance de soi et à la spiritualité. Ce sont ces deux champs que j'explore depuis près de 25 ans maintenant. Oui. Et donc, aujourd'hui, on est ensemble pour échanger autour de ton dernier livre qui est sorti fin mai, je crois, hein, c'est bien ça, C'est qui ça, oui. s'intitule Les mots qui nous libèrent, 50 antidotes à la négativité, la peur et l'anxiété. Donc, c'est aux éditions Le Courrier du Livre, qui est une marque du groupe Guitre et Daniel. Et là, en fait, tu nous inspires de tes derniers enseignements aussi au niveau des neurosciences, de la psychologie positive, comportementale, cognitive, mais aussi vraiment tout ce qui est sagesse indienne, japonaise, bouddhiste et tous ces grands philosophes. Donc, tu as vraiment cette expérience de plus de 20 ans. Mais aussi, ce qui est vraiment bien, c'est que tu nous donnes aussi, tu nous transmets ton expérience. Et puis, voilà, toutes ces expériences acquises, hein, tu vois. Et c'est vraiment ce que je disais en off tout à l'heure. Ce que j'aime dans ce livre, c'est ce format. Ce petit format qui tient dans le sac, que vous pouvez avoir un petit peu partout ou même, vous voyez, sur votre table de chevet. Mais il est facile ou dans un café, il va dans le sac et quand vous avez envie, vous avez un petit moment, ça fait du bien, de se plonger dedans par son format aussi, parce que comme tu vas pouvoir nous dire ton intention, quelle a été ton intention en écrivant, mais il est pratique et il est vraiment bien fait parce que je voulais juste vous montrer un petit peu, à chaque fois c'est le même format pour chaque chapitre, avec le mot, les réactions toxiques, les effets indésirables, l'antidote. Et en fait, il y a toujours ce même plan, si bien qu'on n'est pas perdu et qu'on a toujours envie d'aller sur la page suivante. En tout cas, c'était ce qui était mon cas. Alors, la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ce livre, c'est en introduction, tu nous le dis, avant d'écrire ce livre, tu as demandé à ton entourage, penses-tu te traiter comme une amie? Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'aime bien quand je suis sur un projet, et c'est ce que je faisais aussi et que je fais quand j'écris des articles, c'est-à-dire avoir un petit panel un peu informel, hein, bien sûr, transgénérationnel, de tous les milieux, actifs, inactifs, hommes, femmes, et puis poser à chacun la même question. Et là, effectivement, la question c'était, est-ce que tu penses te traiter en ami? Et alors, tout le monde a commencé par dire oui. Oui, plutôt. Et puis, au fur et à mesure qu'on développait, qu'on déroulait le propos, eh bien, les petites objections commençaient à pointer leur nez. Et c'était, non, mais je suis quand même dur. Non, mais je mets quand même la barre très haut. Ou bien, je ne me pardonne pas facilement les erreurs, les échecs. Et au final, on s'est rendu compte collectivement que même après avoir fait un travail sur soi, même en étant quand même dans une certaine vigilance, eh bien, on ne se traite pas très bien parce que les conditionnements familiaux, sociétaux, le type d'éducation, de culture, de performance, d'évaluation, de compétition, qui sont quand même les ferments de notre culture contemporaine, eh bien, font que nous sommes tout le temps en état d'auto-jugement, d'autocritique et donc pas forcément de bienveillance, encore moins de compassion, et toujours évidemment avoir ce qui manque plutôt que ce qu'il y a et qui serait à valoriser, à reconnaître en tout cas et à accepter parfois.
Oui, c'est vraiment ça, grâce à ces antidotes justement que tu nous livres dans ce beau livre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'écrire ce livre? Mais c'était une double envie. J'ai eu envie de mettre de manière simple, mais pas simpliste, je l'espère, accessible, tout ce que j'avais pu, et dans mes formations et dans ma pratique à psychologie, tout ce que j'avais pu recevoir des meilleurs enseignants, c'est-à-dire les psys qu'on interviewait, avec qui on travaillait depuis 20 ans. Hein. Je cite Frédéric Fanger, Christophe André, mais il y en a d'autres, Sarah Serjevic, l'excellente coach de vie Latifa Gallo. Bon, il y en a, si vous voulez, cette moisson qu'on transmet dans les articles, j'ai eu envie quelque part, de la synthétiser, de la diffuser dans un petit guide compagnon, un guide ami, et de chaque fois diffuser des éléments concrets, mais en même temps théoriques pour être dans le pourquoi et ensuite dans le comment. Et donc, à mes yeux en tout cas, proposer quelque chose que moi j'avais expérimenté. Parce que quand je crée des exercices dans des hors-séries de psychologie ou dans le magazine, je les testais évidemment avant, ils étaient validés par les experts. Donc, j'ai voulu donner, je dirais, des outils qui pour moi avaient été efficaces, pour les lecteurs de psychologie qui avaient été efficaces, et donc les donner au plus grand nombre par le biais d'un petit guide. Oui, c'est comme on disait, ça fait vraiment un petit bréviaire et qu'on peut vraiment aller, même vous, à l'intuition, d'ouvrir une page et puis de regarder et puis de se dire, ah, tiens, aujourd'hui, je vais peut-être mettre mon attention sur ce mot et voir comment ça résonne parce qu'il y a vraiment, en plus, cette réflexion, ce qui est ça qui est vraiment bien, avec cette richesse eh bien, de personnes que tu connais, voilà, il y a vraiment c'est c'est bien dit. Et il y a un petit exercice aussi, et on se pose des questions, ça nous permet de nous remettre en cause. Donc c'est vraiment pour ça que c'est complet et qu'on peut se l'approprier. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Oui, et là, je trouve que tu donnes une piste formidable qui est celle de l'intuition. J'y avais pas du tout pensé, mais je trouve que c'est un outil formidable de prendre voilà, le livre et de rentrer en résonance, de voir avec ce hasard qui n'en est pas, ce qui se passe quand on ouvre une page. Je trouve que c'est un très bel outil supplémentaire que tu donnes, Nathalie. Merci. N'hésitez pas pour les personnes vont lire. Voilà, c'est ça. C'est par exemple, moi, en fait, je l'aime bien lire aussi dans les transports ou quand je suis dans un café. Et en fait, c'est de juste ouvrir et de se dire. Et là, regarde, bah, je suis tombe sur souris. Oh. Donc, Eh oui. j'ai envie de commencer par ce mot. J'avais pas prévu, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'on fait vraiment cette interview à l'intuition. Et c'est de se dire, tu vois, voilà, c'est quand je suis de mauvaise humeur, quand ça va pas bien, je suis fatiguée, je souris. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, nous en dire plus? Alors, c'est déjà une très belle invitation et c'est de bon augure de commencer par le sourire. Mais je voudrais dire que ce n'est pas un conditionnement de psychologie positive façon méthode Coué, Hmm. du genre, tout est plombé, j'ai une mauvaise nouvelle, je souris et magiquement ça va changer. Pas du tout. Ça a été étudié vraiment scientifiquement par des neurosciences. C'est-à-dire que quand on sourit, alors qu'on n'en a pas envie, mais vraiment, voilà. Hein, il y a des exercices où on dit mettez même un crayon, souriez, voilà, faites marcher les zygomatiques. Euh, L'état d'esprit change, la physiologie change, et donc notre humeur et ensuite nos croyances changent. Moi, j'ai fait l'expérience quand j'ai été agacée pour voilà, des détails, enfin des travaux dans la maison, des trucs tout bêtes, techniques. J'étais vraiment agacée, je ne pouvais rien faire. Et je me dis, oh là là, tu es en train là de t'empoisonner avec une mauvaise humeur qui en plus est une énergie de contagion. Donc, je me suis posée tranquillement dans mon bureau, j'ai fermé les yeux et j'ai souri. J'en en avais vraiment pas envie, hein. Eh bien, mais c'est venu très vite. Il y a quelque chose qui redescend de la pression. On sent qu'il y a une sorte de dilatation, d'agrandissement intérieur, et on sent que l'humeur change. C'est extraordinaire. Et cet exercice qu'on a longtemps proposé, je l'ai fait plusieurs fois, mais là, dans le vif de l'agacement, je dis, je vais tester. Eh ben, ça marche. Ça Et marche. j'ai envie de dire que Et je ça a prends. été prouvé, et c'est vraiment. Il y a Thich Nhat Hanh, le grand maître zen,
qui est disparu il n'y a pas longtemps, quelques mois, vietnamien, qui a toute une méditation qui est très belle sur le sourire, sur l'inspire et l'expire, et je souris, et on inspire la vie, et je souris, qui est aussi, alors ça c'est le niveau spirituel de l'exercice, mais qui est extrêmement bienfaisant, très apaisant, et qui réconcilie, je dirais, voilà, parce qu'un énervement, c'est un petit accroc avec la vie, avec le flux de la vie. Eh bien, le sourire, comme une aiguille et un peu de fil, et on répare l'accroc. On ne transforme pas la situation, puisqu'on n'a pas de prise sur elle, mais on change notre humeur, notre regard, et donc déjà, on n'est pas dans une contagion négative, les gens qu'on va fréquenter, et même, je vais jusqu'à penser que ce sourire intérieur qui se diffuse peut aussi arranger, voilà, c'est une énergie, arranger les choses, mettre un peu de lumière, un peu de douceur. Et c'est efficace, vraiment. Et je peux juste que confirmer parce que je connaissais déjà, en fait, juste le fait de mettre un sourire sur les lèvres et je sentais, pour l'avoir fait aussi dans ces mêmes moments où on sent qu'il n'y a pas des fois d'issue, eh bien, ça change juste notre physionomie et c'est gratuit. On l'a en nous. Donc, j'ai juste envie de dire aux personnes qui nous regardent, testez-le. Et comme ça, vous verrez. En fait, c'est ça, tu donnes une boîte à outils en même temps avec ces petits exercices. Et peut-être que tout va pas résonner à tout le monde, mais vous voyez, c'est de vous dire, en tout cas, testez et vous ressentez à l'intérieur de vous. Si ça marche, vous gardez. Si ça marche pas, vous passez à autre chose. Mais en tout cas, ça Absolument. nous donne vraiment cette occasion à se concentrer, en fait, et qui nous permet. Et puis, en plus, je veux dire, c'est vraiment un guide qui peut nous suivre toute notre vie parce qu'on en a ces mots qui nous libèrent, on en a vraiment besoin tout le temps. Mais oui, c'est un déconditionnement, reprogrammation, parce que tout au travail, en famille, en couple, je veux dire, on est tous conditionnés pour quand même être plutôt dans la critique, voir ce qui ne va pas, ou alors serrer les dents, essayer de se présenter sous son meilleur profil au prix d'efforts et de souffrances intérieures quand même. Et donc, c'est vrai que la déprogrammation et le reconditionnement, on en a besoin. C'est des micro-ajustements à faire en permanence pour arriver à mieux vivre avec soi-même. Déjà, c'était l'idée vraiment de refaire un pacte d'alliance avec soi, d'entrer en amitié avec soi-même. Ça ne veut pas dire être nombriliste, se regarder le nombril, se trouver génial. Non, mais juste s'accepter dans ce qu'on est, dans ses limites, mais aussi, s'il n'y a pas ce pacte de départ, s'il n'y a pas cette alliance d'amitié, on ne va pas pouvoir avoir accès à son potentiel. Et son potentiel est plus encore, plus important à son désir profond. C'est-à-dire que si je suis vraiment bombardée d'autocritique, si je suis dans des croyances enfermantes qui me limitent, si je suis dans la peur, si je projette des choses négatives, bon, non seulement c'est très difficile à vivre, mais je ne vais pas pouvoir, je suis tellement occupée à combattre cette énergie et à me dépatouiller dans ce fatras émotionnel que je ne vais pas pouvoir accéder à mon vrai désir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Euh, et on voit que tout travail euh, qui tend à accéder à son désir est aussi un travail sur les croyances, parce qu'on est farci de croyances négatives sur la vie, sur soi, sur les autres. Donc là, vraiment, c'est une modeste boîte à outils, d'outils simples, mais pour reconditionner et pour en tout cas neutraliser tout ce processus de toxification et d'autotoxification. C'est tout à fait ça. Et puis après, c'est à chacun d'aller à son rythme, voilà. Et après, ce qui est à lire et à relire, c'est ça qui est vraiment bien. C'est ce que moi, j'ai lu une fois, mais je pense que voilà, ça me donne envie de le relire et surtout, voilà, d'aller peut-être approfondir. J'ai bien aimé aussi un chapitre sur s'accepter et bien se traiter, comme le fait accepte-toi. Voilà, c'est souvent, bah, on est toujours dans la comparaison, on fait toujours une fixation des fois sur un défaut physique et tout. Et là, c'est aussi pour moi, c'est les bases de commencer par s'accepter, hein. Et le travail de toute une vie, les bases, et c'est ce qui nous suit tout le temps, parce on n'est pas dans une ligne, sur une ligne, comment dire, constante de l'estime de soi et de la confiance en soi. On a tous des accès de boost de confiance en soi où on se dit, bon, ben, c'est bon, aujourd'hui j'ai la pêche, on sent qu'on peut tout faire. Et puis on a des creux où on dit, non, mais là c'est n'importe quoi, c'est comme j'étais dans un euphorique, ou
Bon, et c'est vrai que le but comment dire, du confort, de l'amitié avec soi-même, c'est d'arriver à équilibrer les hauts et les bas. Voilà, ces fameuses montagnes russes de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et l'acceptation, ce n'est pas repeindre tout en rose bonbon pour se dire tout va bien, je suis formidable, je suis génial. Non, c'est, comme le dit Christophe André, ok, j'ai des limites, j'ai des choses qui ne me plaisent pas, mais de ne pas les charger émotionnellement. On peut tout à fait se dire, bon, ben là, c'est vrai que je ne suis pas bonne, je suis pas bonne en compta, j'ai du mal à demander de l'aide. On constate les choses, mais de manière neutre. On ne charge pas effectivement le constat négatif, entre guillemets, qu'on fait sur soi, que ce soit sur son apparence physique, sur ses compétences. OK, on constate qu'il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas. Mais le fait de le dire de manière neutre est déjà un antidote. C'est-à-dire on ne rentre pas dans un processus d'autodévalorisation qui va nous figer, qui va nous empêcher de passer à l'action. Donc on dit, c'est OK, oui, c'est vrai que là, je suis pas très bonne dans ce domaine, et ça ouvre le champ des possibles. Est-ce que j'ai envie de m'améliorer dans ce domaine? Si oui, ben on va avancer d'un pas et dire avec quels outils, avec quels moyens humains, matériels. Bon, et si ben, je ne suis pas bonne en compta ou en cuisine, est-ce que ça me dérange vraiment? Qui ça dérange vraiment? Est-ce que je n'ai pas intégré le regard de quelqu'un, un parent, un professeur, qui voulait que je sois parfait ou parfaite en tout? Donc, est-ce que ça me dérange vraiment de mal dessiner, de ne pas être un intello? Voilà, il faut revenir à soi et de manière neutre, tout à fait euh, dédramatisante, se poser les questions de ce qu'on veut faire, de cette limite qu'on rencontre en soi. Est-ce qu'on veut la dépasser ou est-ce qu'on peut aussi s'en accommoder? Et ça, c'est rarement dit. On peut s'accommoder de quelque chose de soi qui est une limite parce qu'on est imparfait, on est limité. Et donc, déjà, reconnaître ça, c'est un travail. C'est pas ce que nous dit la société. On doit être, euh, on doit être performant au travail, on doit être super en couple et en couple, on doit être super parent, positif, accompagnant, etc. On doit être jeune, mince et ferme. Nous n'avons que des injonctions et des dictats de perfection. Donc, il faut déjà les prendre en compte et se dire, bon, ça c'est à l'extérieur, mais moi, je ne vais pas les faire rentrer en moi. Que Ouais, l'extérieur raconte voilà, que la bande son sociétale ou familiale soit dysfonctionnelle ou toxique, c'est une chose, mais moi, je ne vais pas faire rentrer ces poisons en moi. Et quand on constate qu'ils y sont, en tout cas, il y a des moyens pour les faire sortir. Et s'accepter, c'est reconnaître objectivement telle et telle chose de soi, comme on le reconnaîtrait chez un ami. Cet ami qu'on adore, ben, ce n'est pas un bon bricoleur. Et alors? on l'adore quand même. Voilà. Voilà, exactement. C'est vraiment Ouais. cette déconstruction, reconstruction qui est Et importante. Et c'est vrai que tu vois, on veut changer parfois, on veut changer plein de choses. Et ça, c'est de se dire juste, comme tu as dit, hop, on reprend on neutralise, juste je m'accepte tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts. Et après, voilà, et c'est là qu'après, on peut changer les choses. Mais, parce que des fois, on veut faire plein de choses, mais on ne revient pas toujours bah, sur soi et avoir, à apprendre. Et c'est toujours pour apprendre à mieux se connaître, en fait. Oui. Oui, et mieux se connaître, tu as tout à fait raison, c'est la base, c'est j'ai des talents, j'ai une ligne de force et j'ai aussi des lignes de faille. Alors, il y a des lignes de faille qui peuvent être préjudiciables pour soi ou handicapantes ou qu'on n'accepte pas. Eh bien, c'est comment les travailler. Voilà. Il y a celles qui dépendent de nous et puis il y a celles qui sont dues à des traumas, à des blessures du passé. Et là, c'est ce que je dis et c'est pour moi un message important, c'est la thérapie. Le développement personnel n'est pas une thérapie. Il fournit des outils de connaissance de soi et de déblocage et d'éclairage de situation, mais il n'est pas là pour réparer ce qui a été cassé, parce que des fois, il y a des choses qui sont cassées, il y a des traumatismes, il y a des blessures, et là, c'est par la thérapie, avec des thérapeutes, avec des professionnels de la relation d'aide qu'on répare les choses. Mais tout ce qui est de l'ordre de la petite, enfin, du commun, j'allais dire, de la confiance en soi et de l'estime de soi, eh bien, c'est tout à fait dans nos capacités
dans nos compétences de renforcer ce qui peut l'être. Ouais, c'est vraiment très joliment dit et j'espère que je pense que vraiment tu vas inspirer les gens parce que c'est des choses en fait que tu vois souvent ils sont pas dites ou le mot simplicité c'est simplicité mais c'est juste dans le fait de plus c'est simple et plus c'est compréhensible, c'est pas dire que c'est des choses simples mais c'est comme on disait tout à l'heure les bases et c'est de reprendre et puis de en fait, c'est s'entraîner et la répétition, c'est d'y revenir, c'est tout le chemin d'une vie, comme on disait tout à l'heure. Absolument, absolument. Pour continuer encore un petit peu, pour donner l'eau à la bouche aux gens, parce que là, il y en a 50, on va juste en donner quelques-unes, mais c'est vraiment pour vous donner envie d'aller lire ce livre. J'ai bien aimé aussi, tu vois, parce que la rumination, arrêter de ruminer, tu vois, voilà, ça c'est aussi pour neutraliser le négatif. Oui, et la rumination, c'est, je pense, un des mots les plus répandus. Ben, c'est-à-dire que la rumination, euh, elle peut avoir plusieurs causes. Il y a la frustration, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on aurait dû faire mais qu'on n'a pas fait, ce qu'on nous a fait, ce qu'on a accepté qu'on nous fasse, ce que... voilà, c'est ce retour vers le passé, un passé qui est décevant, frustrant, blessant, et un sentiment d'incapacité. Donc on ressasse. Alors, c'est vrai que la rumination, elle peut être importante puisque si on s'accorde un petit moment de rumination, ça peut être bien parce que c'est vraiment, voilà, on va pester, on va maugréer, on va être un peu grincheux et ça fait du bien, voilà. Mais si on s'arrête dans la rumination, c'est qu'on renonce à l'action. Donc, il faut soi-même se dire stop, se dire, et il y a des psys, des thérapeutes, je pense euh, à une thérapeute qui dit, bah, vous pouvez vous programmer tous les jours 10 minutes, ah ben, je rumine. Mais vous voyez que ça va vous passer très vite. En psychologie positive, on a aussi de la visualisation, une grosse prise, on visualise une grosse prise qui alimente le canal de la rumination et on la tire, on dit stop. Et la rumination, un antidote aussi qui est important, c'est se dire qu'il n'est jamais trop tard, qui est un autre antidote, un autre mantra du livre. Pourquoi on rumine? On rumine parce qu'on pense qu'on a irrémédiablement ou gâché une chance, ou que la vie ou les autres nous ont irrémédiablement maltraités. Mais c'est encore une croyance limitante. En fait, c'est faux. Il n'est jamais trop tard, un, pour réparer ce qui a été cassé, mal dit. Il n'est jamais trop tard pour se remettre dans une situation, dans une dynamique proactive. Et la rumination, c'est la première étape. OK, se dire, là, je rumine, oui, j'en ai marre, c'est injuste, blablabla, voilà. Deuxième étape, qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, cette injustice, ce mauvais coup, cette incapacité, cette erreur, qu'elle soit de mon fait ou de l'autre. Et là, on voit bien que quand on sort de la rumination, c'est pas pour aller encore une fois tout rebadigeonner de rose bonbon en disant tout va bien, c'est pas grave, pas du tout. C'est pour dire voilà, là je n'étais pas satisfait, j'étais coincé, j'ai été piégé, j'ai été blessé. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre fin à cette émotion ou à cette situation? Et donc là, on voit bien qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre, qui est ou le champ de la réparation, ou le champ de la relativisation aussi de ce qui nous est arrivé. C'est important de relativiser parce que la rumination fait monter en puissance l'émotion déplaisante. Et cette émotion qui monte en puissance va nous faire regarder de manière erronée, comme si on chaussait des lunettes loupe, quelque chose qui aurait pu s'arrêter et se réparer. Mais si on reste dans la rumination, ça va prendre une telle ampleur que l'objet même, l'événement, va sembler énorme, insurmontable, impardonnable. Donc, voilà, premier temps, je rumine. Deuxième temps, je me pose et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Là, c'est l'action Voilà. qui doit succéder à la rumination. Et ce que j'aime bien aussi, ce que tu dis dans ton livre, c'est aussi de mettre le corps en mouvement. Oui, C'est le B de bouger le corps, hein, je fais la oui, vidéo. Et c'est vrai de mettre le corps en mouvement, ben, ça oui. permet de changer. Parce que ce petit vélo qui tourne en boucle au bout d'un moment, et comme tu dis, ça en prend des ampleurs ça stagne, on ne sait plus. Juste voilà, l'action, bouger le corps,
passer, et ça permet vraiment c'est une piste hein, pour commencer. Voilà, dites-vous que le mouvement, en tout cas, c'est vraiment ce qui, moi, m'anime, c'est de mettre ce corps en mouvement et c'est lié avec les pensées aussi. Ça peut Oui. aider dans un premier temps. Hein, je sais pas ce que tu Tu as en tout penses. à fait raison. Il y a aussi, on le sait, hein, en neurosciences, la marche, par exemple. Alors, non seulement la marche, on le sait bien que tous ces philosophes qui déambulaient, les philosophes antiques, hein, qui avaient ces chemins de déambulation, Kant, le grand philosophe qui à 17 heures faisait sa promenade tous les jours, Rousseau, et ses promenades. Bref, il y a une quantité de matériaux sur l'usage et les bienfaits de la marche sur la pensée. Alors non seulement la marche, le mouvement, comme tu dis, bouger son corps, clarifie les pensées, mais on le sait qu'au bout d'un moment d'une marche rapide ou en plein air, dans un paysage agréable, il va y avoir un effet physiologique positif. Donc les émotions négatives, eh bien, vont s'apaiser, baisser en intensité. On va donc une régulation émotionnelle qui elle-même va favoriser la clarté mentale et c'est là qu'après les émotions, la pensée va prendre le relais. Et comme en se mettant dans les pas de Kant ou de Rousseau, on va peut-être trouver des solutions inédites, des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui vont nous faire d'abord peut-être un relativiser et deux nous dire ah oui c'est vrai que je pourrais traiter ce qui s'est passé comme ça, donc une solution, mais aussi peut-être voir une opportunité dans ce qui a été vécu comme une tuile. Je pense là au Maasai, le peuple Maasai et sa sagesse, avec euh, ils ont un mot, quand il y a une épreuve, il y a un mot Maasai qui est en deux termes, qui signifie épreuve et le don, le cadeau, en même temps. Parce que dans toute épreuve qui arrive, ils disent qu'il y a aussi un cadeau qui est caché. Donc on peut aussi se demander si dans ce qui nous fait ruminer cette injustice affective, professionnelle, enfin voilà, de ce mauvais coup, est-ce qu'il ne se cacherait pas quelque chose, une pépite qu'on va pouvoir mettre au jour? Peut-être ça va être tiens, ben là, je ne vais pas me laisser faire, je vais faire quelque chose d'audacieux. Ben, on va connecter, contacter en soi une initiative, une capacité à innover, à oser, et qui se cachait dans cette situation, ce que la rumination nous empêche tout à fait de faire. Parce que aussi le fait que mettre fin à la rumination, décider d'en finir avec le ressassement, c'est retourner dans la vie, retourner dans tout ce qui est possible. La rumination nous sort de l'action, nous sort de la vie et nous met en contact avec la part la infantile de soi. Parce que l'enfant qui va bouder, l'enfant qui rumine ce qui lui a été refusé par un adulte, ben souvent il ne peut pas faire autrement. Donc c'est une position aussi infantile, la rumination. Quand on met fin à la rumination, on reprend sa place d'adulte et on se dit, OK, il m'est arrivé ça, je peux décider que ça n'impacte pas plus que ça, plus que le simple effet de cause à effet, ma vie. Donc on revient quelque part sur le ring et on se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'est arrivé? Ouais, je vois vraiment, c'est je reprends le pouvoir. Je reprends mon pouvoir sur Exactement, exactement. et c'est je décide. Voilà, c'est Oui, ça, c'est beau et je pense que ça va vraiment aider parce que moi, je suis aussi beaucoup de gens, je suis thérapeute et des ruminations, il y en a beaucoup et bon, après, c'est plus fort que soi, mais après, au oui, bout d'un moment, ok, on accepte, elles sont là, on peut leur dire de venir un peu, mais comme tu dis, après, c'est à la personne de décider et de dire oui, stop, et maintenant, je reprends, je reviens dans la vie et je trouve que c'est oui. parce que c'est pas assez, on le dit pas assez souvent, donc merci beaucoup pour cette explication. Je C'est voudrais juste, Nathalie, dire aussi, quand tu dis oui, des gens malgré eux, il y a aussi une petite clé qu'on peut donner, qui est qu'une rumination qui est pénible, prolongée, est probablement la réactivation d'une situation du passé antérieur qui a été douloureuse et qui n'a pas été digérée. C'est-à-dire que si nous est arrivé, si on a été coincé dans une situation peut-être enfant, où on n'avait pas la parole, où on a eu un sentiment d'injustice, où on a subi euh, euh,
sur le plan affectif quelque chose de déplaisant, ça peut être une négligence, le sentiment de ne pas compter, d'avoir été mis de côté ou d'avoir été, euh, oui, négligé. On peut questionner la rumination actuelle en disant, mais dans cette situation, est-ce que je ne l'ai pas vécu finalement il y a longtemps? Pourquoi le sentiment, pourquoi ça s'accroche autant à moi, cette remarque qu'on m'a faite et qui m'a vexée, et je ressasse la vexation? Qu'est-ce qui, dans mon passé, et on remonte dans le passé, chercher une situation où on a été blessé par quelqu'un, un parent, un professeur, ou humilié, où on a eu honte. C'est peut-être la rumination un symptôme, une manifestation d'une ancienne blessure, un écho. Et c'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à en sortir parce que affectivement, il y a un enjeu très important derrière la rumination. Donc, on l'interroge, cette rumination. Qu'est-ce qui me fait aussi mal? Et ce que je ressens de douloureux, quand l'ai-je vraiment aussi ressenti très fort dans mon passé? Et ça, Ça c'est peut aider. et merci beaucoup parce que c'est vraiment une bonne clé, voilà, de se poser ces questions, puis d'aller chercher un peu cette cause vraiment dans le passé. Merci beaucoup. Ah, c'est passionnant. Merci. On pourrait faire les 50, mais bon, on va laisser quand même les lecteurs le- les- Respirer. avoir cette joie d'aller découvrir à chaque fois ces mots qui libèrent. À la fin du livre, tu nous donnes aussi 3 mantras. Est-ce que tu voudrais nous en partager un des trois et nous dire pourquoi tu as choisi? Je te laisse. Alors, ouais, je vais être là un peu gourmande, juste deux. J'aime particulier. Bon, il y a fait parmi les trois, je l'ai dit très vite, hein, fais de ton mieux, laisse flotter les rubans et prends soin. Alors, laisse flotter les rubans, c'est vraiment ma mère qui me le disait souvent quand j'étais en colère face à une injustice, mais que je ne pouvais pas changer et que je m'accrochais, justement. Je n'étais pas dans la rumination, là, j'étais dans la récrimination. Et laisse flotter les rubans, ça voulait dire détends là les choses, laisse passer là, tu ne peux rien, laisse et confie ça à l'univers. Et mon autre mantra, c'est prends soin. Et c'est vraiment pour moi une expression, un verbe prendre soin, qui est pour moi le synonyme, à mes yeux en tout cas, le plus fort du verbe aimer. Parce que prendre soin, c'est faire attention, c'est regarder une personne, regarder un animal, j'adore les animaux, euh, la nature, enfin, bref, poser un regard attentif, bienveillant et voir et être réceptif à ce que en face, la personne, l'animal, quel est son besoin, euh, et dans cet échange vraiment de délicatesse et d'attention, voilà, pour moi, c'est c'est la condition de l'amour, mais c'est aussi la condition d'une vie qui a du prix. Quand on prend soin de ce qu'on possède, je ne sais plus quel philosophe disait, le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède. Eh bien, il faut prendre soin pour continuer à désirer ce que l'on possède. Si je pose un regard, ça c'est vraiment la philosophie zen, si je pose un regard global, distrait, général sur ce qui m'entoure, ben je peux être n'importe où. Finalement, je ne verrai rien, je n'entendrai rien, je ne recevrai rien. En revanche, si j'ai ce regard qui détaille, si je prends soin tout simplement des objets, des ustensiles avec lesquels je cuisine, de cette plante, mon romarin, mon basilic, voilà, il y a une espèce de délicatesse, de soin au monde qui est en fait une posture générale qui se décline ensuite dans tous les domaines de la vie. Et moi, vraiment, mon mantra, prendre soin, alors comme on peut, autant qu'on peut, c'est vraiment pour moi très, 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 très important et c'est presque un mantra du vivre ensemble, en fait. Ouais, c'est beau. Et ce qui résonne en moi quand tu le dis, c'est que quand tu dis ce mantra, tu es dans le moment présent. Oui, tu as raison, tu as Ah, raison, tu as ça- raison, c'est vraiment ça. voilà, Oui, c'est beau, quoi. Et c'est juste de le dire, je prends soin, je suis dans. Et ces petites choses au quotidien, que, voilà, ce que tu peux faire, oui. c'est, ça résonne en tout cas en moi. Et j'ai envie de te dire merci, Ah, merci beaucoup pour ben ce. merci de ton regard et de ta lecture qui éclaire, tu vois différemment, tu me fais redécouvrir ce que je pensais connaître pour l'avoir écrit. J'adore. C'est vraiment ça la profonde richesse
des échanges. Et voilà, et puis de ce support que tu nous donnes avec ce beau livre, je le remontre encore, hein, les mots qui nous libèrent aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, on peut se le procurer partout, hein. Je pense que, où est-ce que tu as... Je voulais juste savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce que si les personnes veulent te suivre. Alors c'est vrai que non suivre, c'est vrai que non, mais je peux donner tout à fait mon adresse mail professionnelle où je reçois par exemple des courriers de lecteurs d'autres livres. Ben, Alors, je vais- on pourra le mettre je Oui, le mettrai sous les commentaires, comme ça, d'accord, les très personnes, bien, si on très veut. bien. Et si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mais moi, vraiment, et là, c'est oui, les 25 ans d'expérience, d'échange lecteur, et puis aussi des personnes, des groupes. J'anime aussi des groupes autour de l'écriture, de la connaissance de soi. Je suis chaque fois émerveillée de voir l'émerveillement des personnes qui découvrent leur richesse dès lors qu'elles arrêtent, qu'on arrête, on va le dire, on est tous pareils, de se mettre la pression, de se critiquer et juste de s'accepter. Et dès qu'on se dit, OK, voilà, je suis comme ça, il y a le désir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire de bon pour moi? Il y a un champ des possibles, encore une fois, qui s'ouvre et qui est merveilleux. Les gens, je m'en suis rendu compte en 25 ans, n'ont pas idée des trésors qu'il y a en eux. Et moi, je le vois dans les groupes d'écriture de soi ou de connaissance de soi que j'anime, mais des gens de tous âges. Là, j'ai des gens je pensais à une dame avec ses 80 ans qui dit, mais je ne savais pas mais oui, c'est formidable que j'étais comme ça, que j'avais ce... En fait, on est une mine inexploitée. C'est et accepter voilà, de savoir ça, de reconnaître ça, de se dire, ben oui, ça ouvre la porte vers les personnes merveilleuses qu'on est tous vraiment, vraiment. Merci pour ce beau message d'espoir que tu nous transmets et que tu transmets lors de tes ateliers, les choses que tu organises. Tu organises, juste pour donner ton actualité, tu organises ces Mais actualités. là, je vais organiser, là, je vais mettre en place des ateliers visio. Mais là, c'était en local. Je faisais ça à Paris. Et là, maintenant, je suis en Normandie. Donc, ce sont des petits groupes qui viennent. Mais je vais organiser effectivement parce que voilà, on me demande, voilà, cette forme d'animation, accompagnement en groupe de connaissance de soi. Ah bah c'est super, je pense que voilà, de toute façon je mettrai les informations sous la vidéo. Et puis encore merci beaucoup pour ce bel échange Oh, passionnant. mais On aurait pu, j'ai pas vu le temps passer, je sais pas l'heure qu'il est, mais ça donne voilà, ça merci infiniment. idée. Nathalie, merveilleux. Merci infiniment pour ce moment de grâce. Merci à tous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission BVE. À très bientôt et merci encore Flavia. À bientôt. Merci, merci.